The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, on est avec Mathieu Verdier. Salut Mathieu, Salut Paul Gara. comment vas-tu? Super, un matin de vacances, parfait. Nouvelle année, bonne année à tout le monde. C'est ça d'enregistrer en décalé, c'est que la première émission 2024, je disais pas bonne année parce qu'elle avait été enregistrée mi-décembre. Ah oui, Et donc là, c'est le premier enregistrement 2024, donc je peux dire vraiment bonne année. Bonne année à tout le monde. bonnes vacances d'été, puisque vous allez partir en vacances. Nous sommes en août, en vrai. Oui, c'est ça, t'imagines, ça serait un peu bizarre. C'est une N'oubliez sorte pas de... vos maillots de bain pour partir en vacances. Oui, alors qu'on nous annonce bientôt comment dire, des records de froid, là, la semaine prochaine. Écoute, on va commencer cette interview déjà par ta présentation de toi en tant que joueur. Quel est ton profil? Comment tu es venu au hobby? J'ai cru comprendre que tu avais commencé à jouer assez jeune. Alors oui, avec chez mes grands-parents, il y avait pas mal de jeux de société qui dataient de ma famille, etc. Donc les Scotland Yard. Bon, après, on jouait à la bonne paye, les Monopoly. Il y avait un jeu sur Astérix et le secret de la potion magique, je crois, une sorte de jeu de loi amélioré de mémoire. Bon, on jouait à ça le mercredi chez mes grands-parents, donc il y a toujours eu le côté jouer dans ma famille, d'une certaine manière. Et je jouais pas mal aux échecs avec mon papa aussi. Et après, j'ai arrêté, parce que j'ai plutôt préféré les livres ou le cinéma ou d'autres choses comme ça en grandissant. Et en fait, je me suis pas mis à jouer à la fac, enfin, plutôt sur la fin. C'est parce que j'avais une copine à l'époque, quand j'étais à la fac, qui, sa maman est assistante maternelle et elle gardait une fratrie de petits garçons dont les parents étaient des joueurs de jeux modernes. Et ils faisaient aussi des grandeurs nature, etc. Donc ils étaient à fond. Et à un moment, ils nous voient, ils viennent chercher leurs enfants, ils viennent jouer, ils nous voient jouer à je sais pas quoi, pas un jeu moderne. Et ils font, bah, vous devriez acheter Les Aventuriers du Rail à tel endroit, c'est super, vous allez voir. On ne connaissait pas, donc je vais à l'endroit qui est ma boutique de jeux où je vais toujours. Et je demande à Les Aventuriers du Rail. Et après, c'était l'engrenage, là, c'était il y a. Attends, je calcule, c'était il y a 18 ans maintenant. C'était 18 ou 18, ouais, quasiment à la sortie des Aventuriers du Rail, quoi. Et en fait, après, c'est l'engrenage. C'est parti. C'est parti pour toute la vie, quoi. Donc, tu as commencé à jouer donc, il y a un peu moins de 20 ans, c'est ça? Enfin, tu es aux jeux de société moderne, mais tu ne travailles pas dans le milieu ludique depuis autant de temps. En fait, il y a eu une période où tu étais juste joueur, et c'est C'est ça. après, dans un second temps, que tu es arrivé dans Oui, je le suis secteur arrivé ludique en tant que après. professionnel, J'ai ouais. commencé en 2017. Donc c'est Emmanuel Beltrando qui lançait Sorry We Are French, il avait besoin de poste. Alors l'histoire c'est que j'étais à une soirée, enfin j'avais une soirée jeu chez moi, mes amis rentrent, je me couche et je vais sur Twitter et je vois qu'ils retweetent un post un tweet il y a 2 semaines où ils cherchaient quelqu'un, quoi. Et je me dis c'est bizarre quand même, j'avais pas vu le premier tweet, que au bout de 15 jours il est pas trouvé, ça a l'air vraiment cool comme poste. C'était faire des développements, game design. Et du coup, bah, le lendemain, je sais plus, j'envoie directement un message privé. Et du coup, on a commencé à discuter. Après, on a fait un entretien par téléphone et après, c'est parti, quoi. Mais Mm. ça vient de finir une soirée jeu la nuit, voir tomber sur un tweet. Les entretiens du 21e siècle, quoi. En fait, Il y a une forme presque de hasard, tu te dis que c'était... c'est ça, je vois Enfin ça, je voilà, fais, t'as bah, revu ce organise. tweet à ce moment-là, quoi. Oui, c'est vraiment le fait de se dire, ah bah, au bout de 15 jours, il a trouvé personne, c'est quand même curieux, ça a l'air un poste que quasiment les joueurs voudraient avoir. Enfin, il faut avoir quand même les compétences d'une certaine manière. Mm. Mais tu te dis, bah, pourquoi pas? J'aurais même pas postulé il n'y avait pas eu de retweet en fait. Enfin, j'aurais pas vu. Ouais, Si j'avais vu le premier tweet, je me suis dit, bon, il y a des gens qui doivent faire ça bien. Ou il ouais. lance ça comme ça, il doit peut-être connaître, mais il le fait pour la forme. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Parce que toi, enfin, à ce moment-là, tu travaillais dans un autre secteur complètement et tu t'envisageais pas spécialement de travailler dans ce secteur-là, quoi. Donc c'est vraiment... Bah non, j'avais des protos, attends, ça date. J'avais des protos chez des éditeurs qui sont pas sortis, etc. Je créais un peu comme ça, mais c'était plus pour le fun, en mode détente. D'ailleurs, Fédération était déjà créée d'ailleurs. Enfin, j'avais déjà D'accord. commencé à travailler sur Fédération à l'époque. Oui, ça faisait déjà 2 ans que j'étais dessus. Enfin, 2 ans. C'est des années, c'est des fausses années, quoi, hein. Ce sont plutôt des Mm. années en termes d'heures. Ce sont des fausses. C'est impressionnant en termes d'années, mais en fait, en termes de temps de travail, c'est pas tant que ça. Ouais. Mais oui, je vois ça, je me dis, tiens, pourquoi pas. À ce moment-là, Sorry We're Friends, c'est une toute petite structure. Et ça n'existe pas, en fait, il lançait, moi j'ai commencé le jour 1 de Soif, D'accord. avec Manu.
Parce qu'il lançait en fait sa structure après Monster Games, donc il avait besoin le temps d'avoir sa team, tout simplement, pour lancer. Et donc toi, tu avais aucune compétence particulière, enfin, tu avais pas d'expérience préalable, et tout de suite, tu t'es mis à il t'a dit: «Bah, voilà, il y a tel et tel projet» ou comment ça s'est passé le démarrage? Oui, alors après l'expérience, c'est quand tu as joué des milliers de jeux, que tu depuis, plus de 15 ans, et que tu as des prototypes signés chez des éditeurs où tu peux montrer tes protos et qu'ils les voient. Enfin, il y a pas mal de moyens de montrer. Puis tu as aussi, dans la discussion, la façon Mmh. d'appréhender. Quand tu discutes, qu'est-ce que tu penses de telle chose, et cetera, et ta façon d'analyser, elle est relativement assez profonde pour convaincre un éditeur de te recruter, en fait. Mmh. Ça se fait aussi comme ça. Oui, il m'a expliqué les projets qu'il y avait. Il y avait des choses en cours. C'était au mois de mai. Je suis même pas sûr qu'il y ait des choses qui sont vraiment sorties. Enfin, il y a des choses qui ont été annulées, mais Ganymede est arrivé assez vite. On a trouvé c'est celui qu'on a sorti en premier en fait, simplement. Mais on avait déjà signé, je crois, oui, Greenville 1989 était déjà signé avec Florian Fay. Enfin, c'était le concept de jeu était signé, donc c'était déjà quelque chose qu'on avait à faire, il me semble. Ou alors c'est arrivé très vite, mais c'était, exactement à peu près ça, quoi. Mais ce qui est arrivé, c'est ouais, c'est Ganymede, en allant sur un autre projet qui s'est pas fait parce qu'on a découvert après que c'était il y avait là exactement le même jeu qui existait, mais oui, et du coup, on a dû abandonner ce projet-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a des jeux qui sont pas faits. Et du coup, en Ouais. allant, en Corée du Sud pour ce projet-là, en fait, j'ai rencontré l'auteur de Ganymede très vite, et du coup, au bout on fait une partie du proto, quoi, qui ressemblait pas spécialement à ça, mais il y avait quand même un peu des ressemblances. Je me dis: «Ah, ça peut être intéressant, enfin, donne-moi le prototype», et quand je rentre en France, j'essaye. Et du coup, c'est comme ça qu'on a vraiment commencé à bosser. En fait, en gros, ce que tu fais, c'est que tu fais le développement du jeu, c'est-à-dire que tu vas travailler avec les auteurs ou autrices pour, Mmh. les accompagner, pour, tester, pour remettre en question certains choix mécaniques, voir ce qui peut être amélioré, voir si tout est cohérent. C'est en quoi ça consiste exactement? Alors, je fais du développement, mais je fais enfin, dans une petite structure, surtout à l'époque. Là, maintenant, on commence à être plus, donc il y a des choses que je ne fais plus, et c'est normal, c'est des Mmh. personnes qui sont en charge de s'en occuper. Commence par le sourcing, déjà. Alors après, le sourcing est assez simple pour nous parce qu'on sort très peu de jeux. Donc on sort entre un et 3 jeux par an. Donc on ne passe pas non plus 10 000 ans. Enfin, un auteur, s'il nous contacte, il a très peu de chances d'être autrice, très peu de chances d'être édité, parce que déjà, il y a aussi la notion qu'on crée parfois en interne, et qu'on sort entre un et 3 jeux par an, donc tu as très peu de chances de sortir un jeu chez Soif si tu postules, parce que bah, statistiquement, il y a très peu de... De sortie? Ouais, puis du coup, vous avez déjà un calendrier qui est assez, vous avez déjà une visibilité, j'imagine, sur ce Oui, qui là, va si tu sortir? veux sortir un jeu chez nous, c'est peut-être 2027 là. Enfin, on a Ouais, déjà tout d'accord. un planning, ou peut-être 2026 s'il y a de la place et qu'on arrive avec le jeu avancé, je ne sais pas, mais enfin, on a déjà une orientation éditoriale qui ne pas trop noyer le marché. Là, c'est assez risqué, hein, parce qu'on fait très peu de jeux. Donc, tout ça pour dire que ça commence par le sourcing. J'ai pas 40 rendez-vous sur les salons, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on ne va pas en sortir 10. Ouais. Donc voilà, j'essaye de voir avec des auteurs que j'aime bien, ou des fois ce sont des jeux qu'on crée nous-mêmes. Donc ça commence par ça, et après, en termes de développement pur, ça dépend. Moi, j'aime bien travailler beaucoup sur les jeux avec les auteurs, donc ça dépend aussi du profil de l'auteur ou de l'autrice. Si ce sont des personnes qui n'aiment pas trop qu'on touche à leur jeu, c'est pas la peine de venir travailler avec nous. OK. On va travailler, on va penser le jeu, on va le mettre on va le pousser dans ses retranchements, et on va trouver tous les problèmes, et on va vraiment passer du temps dessus. Si, vous aimez ça, vous cassez la tête, vous cassez la tête. Mmh. C'est-à-dire que là, par exemple, là, on va sortir Shackleton Base avec Fabio Lopiano et Nestor Mangone. On a passé 9 mois à se parler tous les jours. Ouais. Des mails, une partie minimum par semaine. Alors je pense que pour quelqu'un qui crée son jeu, si la personne est dans le bon mood, dans la bonne mentalité, le bon état d'esprit, et c'est super parce qu'on est accompagné en tant que Oui. créateur ou créatrice, et ça permet d'avoir le meilleur jeu possible. En fait, pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Il y a une personne à chaque poste. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui ont vraiment un développeur. Je suis pas chef de projet, je fais du développement, je les joue. Je fais du chef de projet quand même, mais c'est pas ma fonction principale. C'est juste parce qu'il y a des trous à combler d'effectifs, enfin de tâches. La différence que tu ferais, c'est que le chef de projet, il va s'occuper aussi de quoi? De la partie production? Ça va être plus superficiel, mais plus large? En fait, le chef de projet va plutôt gérer les plannings de tout le monde, les deadlines, où on est chaque personne, l'illustrateur, le graphiste, où en sont les... C'est un peu la personne qui fait le lien entre toutes les antennes, enfin toutes les annexes, tous les pans de l'édition.
Mais en fait, j'en ai fait aussi. C'est juste que là, on va avoir une chef de projet. Donc, du coup, j'ai pas voulu le faire non plus. Parce que ça, j'aurais perdu une grande partie du côté game Mmh, design, sourcing et développement. Donc, c'est quelque mmh, chose que je voulais garder. Et si je faisais les chefs de projet, ce sont des tâches qui m'intéressaient moins. Mais tu vas avoir aussi toute la gestion des contrats, etc., mmh. l'administratif. Voilà, je pense qu'il faut être bon, rester dans la chose où on est bon, ou un peu, entre guillemets, et pas trop se disperser. Ouais, toi, ce qui t'intéresse plus, c'est la partie game design, vraiment rentrer, dans cette Non, partie-là, quoi? j'adore l'édition, il y a pas mal de choses, j'aime bien toucher à tout, oui, c'est surtout que j'aime pas travailler avec des contraintes ou tout ce qui est administratif ou toute la paperasse ou les deadlines, enfin je les respecte toujours, mais ce côté un peu, bon, faut faire, j'aime pas quand c'est trop Mmh. cadré. J'ai un calendrier en tête, je sais que ça doit sortir prêt pour telle date, ce sera fait, mais je déteste le micromanagement. Donc Ouais. je déteste ça, je sais faire, donc il faut juste me laisser faire. Donc Manu a compris, me laisse faire. Les choses sortent à l'heure. Donc j'aime autant, vraiment, j'aime beaucoup, l'édition. En plus, avec David, qui est notre illustrateur, on marche bien depuis le début ensemble. Donc on sait, par exemple, Iki, il a été fait 95% en télétravail, tout simplement parce que Mmh, c'était le confinement. On faisait tout, on s'appelle, il partage son écran avec les visuels. On est là. mmh. Tu vois, ce que j'aime aussi faire, c'est pas être directeur artistique, mais travailler sur l'iconographie, dire à ton graphiste, maintenant plutôt cette icône-là, non, là ça va pas, telle couleur, mais plutôt ça. Tout comme ça peut être le graphiste ou notre illustrateur David qui va donner des idées de game design pendant qu'on joue. C'est pas, pour moi, c'est très, très transversal. C'est un mix aussi entre toutes les compétences qui aboutissent au meilleur, «produit» entre guillemets. Exactement, tout le monde en fait, oui, OK, je vais peut-être beaucoup de développement, mais je veux aussi faire un peu tout. J'aime beaucoup la prod, travailler avec notre chargé de production. Le matériel, le produit en tant que tel, c'est une chose qui me passionne. Si tu avais les carnets sur les traces de Darwin, bah, c'était l'idée à la base sur le prototype. Et je me suis dit, tiens, on va mettre des carnets, rien que le rangement à l'intérieur. Enfin, c'est des choses qui me passionnent. Tu peux avoir la main mise totale sur le jeu de A à Z. C'est bien. Chacun un peu. Je préfère qu'on sépare les projets comme ça, entre Manu qui gère ses projets et moi le mien. Et l'autre, chacun est lead sur un projet. Après, l'autre vient. Il n'a pas ce problème de manque de recul. L'autre peut venir et dire ah bah oui, et dire quelque chose d'évident que tu n'avais pas vu, parce qu'il n'en est pas trop proche de ce projet. Donc oui, c'est marqué développeur sur ma fiche de paye, mais en fait, je fais vraiment des choses variées. Ça part du sourcing, après la relation avec les auteurs. Tu signes aussi des jeux en fonction de comment tu le sens avec l'auteur ou l'autrice. Ce côté, est-ce que cette personne, précisait à chaque fois, oui, bah, ton jeu, on va peut-être changer la moitié, mais par contre, on respectera toujours l'esprit. Un jeu, il y a toujours un esprit ou une âme ou quelque chose qui vient, quelque chose de particulier, et ça, il faut pas y toucher. Par contre, après, s'il y a un pan du jeu qui ne marche pas, il faut trouver mieux. Il y a beaucoup de jeux où techniquement je pourrais être co-auteur. Mais c'est juste que, enfin, en termes de quantité de choses ajoutées au jeu par rapport à l'auteur, ça se fait pas. C'est pas. Je, je dis pas ça pour qu'il y a mon nom sur la boîte. Et d'ailleurs, je refuserais. C'est juste qu'en termes de, ça peut aller jusque là. Ça peut aller de un petit peu à vraiment beaucoup. Mais Mmh. je considère toujours comme la propriété de l'auteur, puisqu'à la base, le deal, il est comme ça. Sinon, autant travailler en co-autorat directement. Enfin, Ouais. Tu disais que voilà, t'aimes bien enfin, tu t'impliques dans tous les secteurs, quand même du jeu, Mhm. même si ta grosse spécificité, c'est le sourcing, enfin tout ce qui est lié au game design. Si on prend l'exemple de Ganymede dont tu parlais tout à l'heure, c'est toi par exemple qui a eu, l'idée d'inscrire Ganymede et puis ensuite Déméter dans une unité visuelle, et après aussi avec Projet Galileo d'avoir cette espèce d'unité visuelle, et pour les joueuses ou reprendre des éléments d'univers pour que les joueurs et joueuses qui connaissent vos jeux, se sentent aussi en terrain inconnu? Je crois pas que c'est moi. En fait, ces choses-là, je me rappelle pas. C'est tout comme une modification dans un jeu. Je me rappelle pas Ouais. qui a eu, je me rappelle plus. Euh, En plus, ça date. Non, Ganymede, il est sorti comme ça parce qu'on a, avec ce thème-là, parce qu'on adorait. À la base, c'était le thème, au lieu d'être des meeples qu'on déplace de planète en planète, c'était l'auteur, son proto, c'était des ressources du blé, du bois que tu acheminais d'entrepôt en entrepôt avec des cartes transport, grosso modo. Et on s'est Mmh. dit, il y a des ressources qui bougent, bon, qu'est-ce que ça peut être? Je me rappelle brainstormer, dire des ressources qui bougent, qu'est-ce que ça peut être? On s'est dit, bah, plutôt des humains. Moi, j'ai vu, ça, je me rappelle de la discussion. Je me rappelle avoir dit, ah, ça peut être, je sais pas, un parc d'attraction, puis on bouge d'attraction en attraction. Manu dit, non, c'est nul.
Ça va pas, mais par contre, les humains, c'est une bonne idée. Et après, on s'est dit, bon, on Mmh. pourrait se balader de planète en planète pour faire décoller des vaisseaux qui vont coloniser des mondes lointains. Donc, c'est arrivé comme ça. C'était pas le thème originel, mais on a trouvé que ça marchait bien. De toute façon, ça reste un engine builder. C'est cohérent, mais c'est pas non plus le cœur du jeu, quoi. C'est pas non plus le point fort du jeu. Ensuite, c'est arrivé avec Demeter. Donc, je suis arrivé un lundi matin, j'avais créé un Roll and Write la veille. À l'époque, c'était des dés, pas des cartes. J'en avais parlé avec Benoît Turpin, pareil, sur Welcome. Il était parti avec des dés, et après, on s'était Mmh. rendu compte de la même chose. Non, il faut faire des cartes qui simulent les tirages de dés de manière lissée, quoi. C'est marrant, on est arrivé à la même conclusion sans en parler. Donc, c'était des dés à l'époque, je joue, mais tu gérais, c'était Dinosaur Island. Tu gérais un parc d'attractions de dinosaures, quoi. On joue, et on s'est dit, le jeu il est quand même un peu gamer, donc pour un thème de parc d'attractions de dinosaures, c'est peut-être un peu plus familial, ça va pas. Donc on s'est dit, tiens, on va plutôt aller sur le côté scientifique, on va aller sur une planète où on découvre des dinosaures, plutôt scientifique comme ça. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas le mettre dans l'univers de Ganymède, puisqu'il reprenait une des mécaniques en fait. Plus j'ai une Mmh. fois la même carte, plus je multiplie l'effet. Donc on s'est dit, les inspirations, c'est Coimbra et Ganymède. Et Coimbra, parce que dans Coimbra, tu prends un dé et tu le sers d'abord pour la valeur, puis pour la couleur. Donc là, il y avait un peu Ouais. la même chose. Quand tu prenais une carte, tu fais l'effet de la carte et après la couleur de la carte. Donc c'était les deux inspirations pour un jeu plus simple. Voilà, pour Galileo Project, on s'est dit, tiens, on en a fait dans cet univers, autant essayer. Là, c'était plus voulu à la base. C'était Ouais. pas du tout ça le thème d'Adrien, mais c'était des créatures un peu des steampunk qu'on fabriquait, qu'on patchait. Enfin, c'était même pas des créatures, c'était des. Oui, c'est vraiment patché des trucs sur des formes animales, mais qui n'étaient pas des animaux. Mais le steampunk, c'est tendu comme thème, donc on avait dit, il faudra changer. Et de toute façon, là, pareil, le cœur du jeu n'était pas du tout narratif, donc on pouvait un peu changer. Donc oui, on a essayé de faire des gammes, on a trouvé une autre technique pour une autre façon de faire une gamme. Par contre, plus la gamme Darwin ne vient plus de mon idée. Avec Greg, on a créé ça et on s'est dit, c'est pas du tout en plus dans l'essence de Soif de faire des jeux familiaux. Je me suis dit, les gammes, c'est compliqué de les suivre parce que tu as des sacrées contraintes pour rester dans les jeux dans le même univers. À chaque fois, il faut reprendre un peu des codes mécaniques. C'est pas si simple de créer le jeu ni de trouver un jeu qui pourrait correspondre. Et puis, est-ce que la personne avec qui on travaille, qui a créé le jeu, est-ce que va être d'accord, etc. Donc, Ouais, pour s'intégrer dans la gamme, en fait. voilà, donc l'autre moyen de faire une gamme, c'était de trouver une gamme où, de toute façon, peu importe, c'est plutôt le type de jeu qui doit être, par exemple, là, sur les traces de Darwin ou de Marie Curie, des jeux familiaux, à familial plus maximum, quoi. Mais là, c'est pas grave, tu peux prendre n'importe qui, Mozart demain, et bien de toute façon, tu fais le jeu que tu veux. C'est juste une Ouais. gamme de jeux familiaux sur une personnalité des arts ou de la science. Oui. Il n'y aura pas de personne politique ni de roi, enfin, j'espère pas en tout cas. Ouais, parce qu'en fait, sur les traces de Darwin dont tu es co-auteur avec Grégory Mhm. Grard, on reviendra un peu plus sur la partie, enfin sur Oui, l'autorat, ta fonction mais c'est d'auteur. là, c'est vraiment lié les deux là. Enfin, Ouais. Et là, récemment, sur Reward French, vous avez annoncé la sortie effectivement mhm. sur les traces de Marie Curie, qui donc s'inscrit dans la même gamme, mais qui n'est pas du tout un jeu de toi ou de Grégory Grard, qui est un jeu de Florian Fay. Tout à fait. Et on comprend bien que la gamme, effectivement, ce que tu dis, c'est dans le nom, sur le choix d'une personne que vous allez mettre en lumière, mais après, mécaniquement, ce seront des jeux différents. Bien sûr. Mais par Mm. contre, ce sont des jeux pensés dès le départ par rapport à la personnalité. C'est ce qui fait un peu le défi, c'est-à-dire grosse contrainte. Tu dis, je dois faire un jeu sur Darwin, je dois faire un jeu sur Marie Curie. Et donc, c'est pas, Mm. pas si simple à créer parce que ce sont des jeux qui doivent être simples, mais qui doivent vraiment te faire vivre ce que la personne a vécu. Et dans ce cas-là, tu es plutôt dans l'Eurogame, et là, tu vas trouver Darwin ou Newton, des choses comme ça. Et donc là, du coup, tu peux développer beaucoup plus parce que tu es sur du jeu plus complexe. Donc là, sur du jeu familial, c'est une gageure quand même. Et j'en ai essayé, j'en ai créé, enfin, et tenté plusieurs où je me suis raté. Enfin, où ça marchait pas, ou c'était pas satisfaisant. Enfin, ça reste un jeu, mais ça doit pas être, ça doit pas être édité, quoi. Mais là, c'est un autre moyen de faire une gamme sans être Ouais. bloqué par un univers d'une certaine manière qui peut lasser au bout d'un moment ou faire croire à une extension. Enfin, ça peut un peu être nébuleux en Mm. fait pour les joueurs parfois. Oui, peut-être pas forcément lisible C'est sur ça. les différences. Et sur les traces de Marie Curie, mécaniquement, comment tu le caractériserais comme jeu? Je sais pas si on a communiqué dessus, donc je peux pas en parler. Ah, bon, moi j'ai juste la fiche BGG sous Oui, les bon, yeux c'est un jeu qui de cube dit en bois. voilà, exactement. Je peux Voilà, pas il dire. Mais parle de il y a resource Oui, management transformation mechanics with a card river and contracts. Bon, on m'excusera pour mon anglais, ouais. voilà. Oui, tu vas être plus dans
dans la gamme d'un Century ou des choses comme enfin, gamme, non pas on va être plutôt dans la Marie Curie manipulait des atomes ou des matières, donc on va être plutôt dans la transformation, des expériences à réaliser, et cetera. Avec une mécanique de frise chronologique, je spoil, qui raconte, qui sera sur le plateau central et qui explique toutes les étapes de la vie de Marie Curie, qui sert de timer pour la partie. D'accord. Tu le disais, ça c'est des gammes de jeux plus familiaux et c'est pas forcément l'ADN de Storyware French puisque on le sait, vous avez sorti aussi plutôt des jeux experts, notamment Mmh. Iki qui a été très bien reçu, qui a Mmh. eu une nomination au Spiel des Jahres, Et à l'Asdor, au Kennerspiel et à l'Asdor oui. exactement. Vous avez là récemment également annoncé, tu en parlais tout à l'heure, vous avez annoncé la sortie de Shackleton Base, c'est ça Mmh. le titre exact? Bon, moi j'ai eu Oui, la chance d'y jouer, je le dis hein, tout de oui, c'est suite. vrai. Donc qui est un jeu qui a été co-créé par Fabio Lopiano et puis Nestore Mangonnet, Mangone, qui est alors le Fabio Lopiano c'est l'auteur de Merv si je dis pas de bêtises et tout à fait, Nestore Mangone c'est le co-auteur de Simone Luciani sur Newton et sur Darwin's Journey, c'est bien ça? c'est ça. C'est eux qui sont venus, enfin c'est plutôt toi qui as été les trouver parce que je sais que tu aimes beaucoup Merv. Oui, j'aime bien alors Merv, il a des défauts, mais j'aime bien la en fait, ce que j'aime beaucoup ce que fait Fabio Lopiano, même si ça manque de développement et de c'est pas fini. Ces jeux sont pas finis, mais c'est pas de sa faute, c'est la faute de ses éditeurs, enfin, ce que je Mhm. considère et les 2 ont aussi travaillé sur Autobahn, pas non plus le du siècle. Oui, Mais c'est vrai. c'est leur deuxième jeu ensemble, je crois. Ils en ont un autre après, je ne peux pas le dire. Mais je sais pas, c'est nous, je crois. En tout cas, je suis pas au courant. Mais ils travaillent ensemble souvent. Et oui, j'aime bien ce que fait Fabio parce qu'il a une façon et toi, tu es fan de l'école italienne, donc on peut parler de ça, Oui. mais les auteurs italiens ont tendance un petit peu trop à se plagier entre eux, au bout d'un moment, à s'influencer eux-mêmes. On est surtout sur de l'analyse setup, et après on déroule etc. Et Fabio, lui, il a vécu, beaucoup en Angleterre, en tout cas à l'étranger et il est pas dans ce cercle et il a une vision un peu différente et plus globale, je trouve, des jeux ou plus, méta, un peu plus écosystème. C'est une façon différente de penser penser jeux en global et c'est intéressant, un peu ce que peut faire un Martin Wallace sur un Brass ou, ce que peut faire Kota Yamada sur un Iki. Il pense son jeu en manière en global dans un entier et je trouve que c'est les jeux les plus difficiles à créer. Alors que les auteurs italiens ont plutôt tendance à faire le jeu en couches. Alors évidemment, Tommaso Battista me fait mentir sur Barrage, mais c'est encore quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Alors que les autres pensent en layers, en couches, un peu. T'as une couche de gâteau, t'en rajoutes une. Mais ça, c'est pas global. Là. C'est pas l'essence même du jeu qui est en global. Ce qui est dans Merv, que j'aime bien, c'est ça. C'est tout se nourrit de tout, en fait. Et donc le jeu, entre le prototype auquel tu avais joué Mhm. au tout début et le prototype très avancé que tu as maintenant, il y a eu, enfin, il y a eu beaucoup de changements. Enfin, je sais pas si tu peux en parler encore Oui, beaucoup. bien Ce sûr. qu'on, ce qu'on sait sur le jeu, c'est que c'était une base de placement d'ouvriers Oui, assez classique. Et qu'ensuite, toute la subtilité va venir de trois corporations. C'est ça qu'on va mhm. choisir parmi un Parmi pool de 7 plusieurs. dans la Voilà, boîte de parmi base. 7, ce qui fait beaucoup de combinaisons possibles, puisqu'elles peuvent toutes s'imbriquer les unes avec les autres, et elles vont donner en fait des axes de jeu complètement différents sur ce qu'on va faire avec le placement d'ouvriers. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui était dès le début, cette volonté Oui. de modularité, ou c'est quelque chose Non, que vous avez c'était le jeu développé? est arrivé comme ça, ils sont venus nous voir avec ça. Alors, ils sont venus nous voir parce qu'il y a c'est un fil à dérouler, une pelote à dérouler jusqu'à ce qu'à partir de Iki, en fait, je me suis dit: «Tiens, à la base», ça date de 5 ans, Manu me dit: «Ah bah, choisis un jeu que tu voudrais faire» et je dis rien. Je fais: «OK, je voudrais refaire Iki». Donc on contacte, et cetera. Donc on a fait Iki. Dans ma tête, c'était je refais Iki pour ensuite faire peut-être éditer d'autres jeux ou avoir accès et avoir une main mise, une entrée dans l'Eurogame en fait. C'est un type de jeu que j'aime beaucoup. Et je voulais faire des jeux un peu plus complexes. J'aime bien à chaque projet avoir des challenges. Bon, tu vas comprendre le truc. Et après, avec Iki, je savais qu'il allait se passer un truc avec ce jeu parce qu'il n'est pas si compliqué, Mhm. donc il peut plaire, il peut dépasser un peu sa cible, ce qui est arrivé avec, du coup, ce qu'on peut le trouver à la Fnac maintenant. Et ce qui est arrivé avec Nomination Asdor et Spiel, ce qui a donné du crédit. Du coup, après les auteurs, je les connais un petit peu parce qu'ils ont été chez Explorate et moi aussi, et enfin, ça se fait Mm. facilement. Avec Zango, tu sais que les auteurs, tu peux avoir accès à l'école italienne après, puisque le couple Marco et Savena sont italiens. Voilà, après, du coup, Fabio, qui a vécu en Angleterre, va à une convention de jeux en Angleterre où
situé où se trouvait mon collègue Flavien, qui s'occupe de Hachette UK, qui gère Hachette, la branche anglaise de UK, et qui est un gros joueur d'Eurogames. Le jeu préféré de sa femme, c'est Zambou V1. Et il se retrouve là-bas et il joue chez Colton Base. À l'époque, ça s'appelait Moonbase, mais pour des questions de droit de NASA, on ne peut pas utiliser ce nom. Du coup, il dit bah, tu devrais aller voir Swipe, ils font des jeux, ils font de l'Eurogame, hein. Ils font aussi. Et du coup, c'était pratique parce qu'on rencontre Fabio à Cannes et il me présente le jeu. J'avais lu les règles avant, et ça va être intéressant. Et je finis la discussion en disant bah, de toute façon, t'es édité par plein d'éditeurs plus connus en Eurogame, tu fais ce que tu veux. En fait, c'est juste la seule chose que je peux te dire, c'est que je peux pas prêcher pour ma propre paroisse, j'aime pas faire ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est demander aux gens que tu connais comment c'est de travailler avec nous. C'est ce qu'ils ont fait avec Nestoré. Ils ont demandé à Marco Stefanet qui leur dit oui, il faut travailler avec eux parce que ça s'était bien passé. Donc, du coup, à la base, le jeu avait 4 corporations. C'était assez gros. Hein, mais oui, il y a eu beaucoup de travail. J'ai fait que ça de l'année quasiment. C'est une année où j'étais en temps partiel parce que je m'occupais de mon bébé. Enfin, je voulais passer du temps avec mon fils pour sa première année de vie. Donc, j'étais à 60% au travail. Du coup, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec les deux auteurs. Ils ont pas mal de réunions. J'ai découvert un truc, enfin, le géographique du truc. Je leur demandais, mais comment vous faites, vous? Parce que nous, en France, il y a des regroupements par région d'auteurs. Et ils font, non, nous, non, on se voit tous, tout le temps. Ils ont toujours différents lieux dans l'année et la plupart des auteurs sont plutôt dans le nord. Donc, ce qui fait qu'ils sont tous à 3 heures de train maximum l'un de l'autre. Et en fait, c'est pas un regroupement vraiment. Ils se voient, ils ont des petits regroupements régionaux, mais ils se voient très souvent sur des grands week-ends entiers. Donc, de là vient que beaucoup d'auteurs italiens jouent à Shackleton Base et donc des auteurs expérimentés qui aident d'autres auteurs expérimentés Mm. et même des éditeurs comme moi, du coup. Donc, on a par exemple, là, dans le jeu, il y a tu as des meeples de différentes couleurs. Tu peux faire toutes les actions quasiment avec tous les meeples, mais tu as un petit bonus si tu as mis le bon Oui, meeple de couleur. À la base, il fallait mettre le bon meeple de la couleur pour faire l'action, ce qui ouais, était trop restrictif. Donc, c'est Daniele Tachini, l'auteur de Tzolk'in ou Teotihuacan, qui a conseillé de faire ouais. plutôt non, mets n'importe quel meeple et tu as Et t'as un bonus si tu fais matcher la couleur. Ouais. exactement. Et, Mm. en fait, tu vois, c'est un autre auteur connu qui donne une idée. Je sais pas si Ouais, il a joué. Mais et du coup, bon, maintenant, ils veulent tous sortir des jeux chez nous. Donc, on a le. excellent. Ouais, Euh, oui, ça serait cool pour toi. Et toi, tu seras quoi? Ouais, ouais, alors oui, ouais, moi je suis une grande fan en général de l'école italienne et Oui, particulièrement de Simone Luciani, bien voilà, sûr. qui est mon auteur favori. J'avoue que c'est mon moment avec quand je parle de lui où je peux faire ma fangirl, Oui, je oui, oui, l'assume. je t'ai tendu la perche. Je note, je note. Tu parlais aussi, enfin tu disais qu'au tout début chez Sorry We're French, vous étiez trois quand vous avez Oui, démarré. tout à fait. Aujourd'hui, la structure, elle s'est renforcée d'abord en termes d'effectifs, mais surtout, elle est intégrée dans un groupe qui est beaucoup plus, alors pour le coup, un très grand groupe qui est le groupe Oui. Hachette. Est-ce que ça a changé des choses dans votre manière de travailler ou comment tu as vu cette évolution? J'ai trouvé ça super cool. J'étais pour, enfin, absolument pour. On avait d'autres options. Et je dis, là, c'est Hachette que je souhaiterais avoir. Enfin, c'est pas moi qui décidais, mais c'est quand même Ouais, venu et cool. vous Ils êtes demandaient. concertés. Et bien sûr, et c'est normal. Eh bien, c'est comme si on faisait la même chose, mais avec budget illimité, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as pas de problème de trésorerie, puis c'est facile à et à partir du moment où on est passé chez Hachette, la qualité éditoriale de nos jeux, le matériel est bien supérieure. Là, maintenant, on est reconnu comme un éditeur qui qui édite des jeux très, très bien édités. Enfin, je pense que c'est vrai. Mais ça a un gap. Tu regardes Iki, on l'éditerait même pas comme ça. Enfin, Iki était un peu en une transition. Ça a commencé avec Galileo Project, qui était un poil surédité, donc il était un poil cher. Mais on est en train de se jauger. Et à partir de là, Darwin, c'est parfait. Enfin, là, maintenant, ça m'y enfin, je peux pas paraître, comment dire, pas ambitieux, mais vantard. Enfin, oui, avec Darwin, je voulais vraiment qu'on essaie Quelque chose de. qui soit très qualitatif. Oui, et surtout faire un nouveau standard. C'est-à-dire que moi, je considère Hmm. qu'il y avait Azul qui a mis, quand il est arrivé, il a dit, OK, bah, pour 40 euros, vous avez ça. Maintenant, avec le recul, c'est déjà il y a 6 ans. Et Hmm. là, je voulais vraiment remarquer le coup sur un jeu familial, encore avoir une steps. Après, je dis ça, mais ils disent, ah ouais, c'est dur, vous êtes dur là maintenant avec Darwin, en termes de qualité éditoriale. Par exemple, Darwin était fabriqué dans une usine de livres. C'est marrant, j'achète des petits livres à mon fils, et c'est marqué derrière, c'est imprimé dans la même usine. Et D'accord. ça n'a pas été imprimé
fabriqué dans une usine de jeux de société à la base. Donc Mmh. en fait, Hachette permet ça. Si évidemment des marges de négociation bien plus supérieures, il y a beaucoup plus Oui. de levier en termes de puissance de production générale sur tous les domaines de Hachette, en fait. Donc oui, c'est très bien. On continue de faire ce qu'on veut. Mais avec, plus de sécurité aussi, j'imagine? Oui, puis oui, c'est ça. Puis avec une confiance, puis bah, la confiance, elle est récompensée maintenant avec une très belle année 2023. Donc ça prouve qu'il faut, pareil, des personnes un peu patientes. Il faut laisser le temps que les choses se fassent. Et, surtout, c'est des personnes aussi qui sont conscientes que tu peux avoir un hit comme le livre, tout simplement. Tu as beau faire le meilleur jeu du monde, si tu tombes pas au bon moment, que le thème ne va pas ou que c'est en quel thème, eh bien, ça ne va pas. C'est un peu comme le phénomène des numéros 1 ou des musiques. En musique, il y a ça, c'est un jeu, une musique qui est écoutée va être encore plus écoutée par tout le monde, parce que les gens ont des Oui. comportements moutonniers, et en fait, ah bah non, pourquoi c'est le numéro 1, machin, machin. En fait, tu sais pas pourquoi à la base. C'est juste des comportements, enfin des comportements de masse qui s'étudient et qui donnent, enfin, des phénomènes qui s'étudient, qui arrivent à ça. En fait, les numéros 1 sont renforcés, alors que le numéro 2, on se souvient des vainqueurs, mais ça ne se rappelle jamais des autres, Mmh. qui ne sont pas forcément aussi mauvais, aussi bons, enfin, mauvais, pardon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tout à l'heure, on parlait de Déméter, donc c'est ton Mmh. premier jeu, en tant qu'auteur qui est sorti, en tout cas, quand on Édité, regarde oui. ta lud ouais, édité, voilà, plutôt. Donc c'est tu l'as dit, un Flip and Write, qui est sorti chez Sorryware French. Ensuite, il y a eu Varuna, qui est une sorte de spin-off un peu de, C'est un Déméter, Déméter un peu plus complexe, je le trouve meilleur, mais c'est normal de faire mieux en deuxième fois. en deuxième. Surtout après, il y a eu, Fédération, dont on a parlé. Tu sais qu'en fait, ça, l'idée du prototype, elle était déjà là depuis un bout de temps. Et Mmh. Fédération, c'est un jeu qui n'est pas sorti chez Sorryware French, que tu as sorti chez Explorate, c'est ça? Oui, Et qui a été, alors que tu as co-signé, je crois, avec, avec Dimitri Perrier, bien sûr, avec qui, Dimitri, qui est le patron de Explorate. avec, 4, oui, tout à fait. Ouais, et c'est un jeu qui a été aussi dans la sélection, de, l'Asdor Expert. Oui, Et je sais qu'il avait un autre thème originellement, puisque là c'est un jeu qui se passe dans un univers, ouais, c'est un univers de science-fiction, et je crois que tu disais expliquer que originellement il se passait dans l'Antiquité romaine. C'était pas le Sénat galactique. il se passait dans la République romaine, parce que j'ai une, un master en histoire où je suis fan de thèmes, comme ça, et je voulais faire un jeu qui ça s'appelait Cursus Honorum, qui parlait de la carrière d'un citoyen typique d'un citoyen romain, parce que c'était très codifié avant Hmm, que César, oui. donc et aussi juste avant Marius et Sylla arrivent. C'est des personnes à partir de 100 avant Jésus-Christ qui ont cassé un peu tout le système qui existait depuis moins 500. Donc pendant 300-400 ans, tu avais vraiment un système très figé, questeur, puis édile, puis prêteur, puis consul, des tâches que tu avais pendant un an. Et tu devais attendre 3 ans avant d'avoir une autre responsabilité, mais qui est supérieure. Et tu pouvais pas dépasser un certain âge. Et ça, c'était l'arbre un peu des possibles. Donc j'en avais Hmm, créé d'autres. C'est un peu ce qui a toutes les possibilités de ton plateau perso qu'il y a sur ton plateau. L'arbre, il fallait un certain rang en prestige pour faire telle chose, etc. Et voilà, donc toutes les actions, le Sénat existe déjà, ça a toujours été des lois, les majorités, les rangées. C'était des sénateurs que tu allais voir. Tu pouvais leur donner de l'argent pour qu'ils financent le grand projet dans la colonne, ou y aller avec ton influence. Et le Sénat, ça marchait de la même façon, quasiment. Après, ce qui a changé, c'est le thème et les actions. Les 5 actions sur les 5 planètes actuelles étaient des actions différentes à Rome. Tu allais faire du commerce le long du Tibre. Il y avait un côté avec un zone avec des dieux. Donc voilà, on est passé à ça. En fait, le jeu était chez Eggertspiel, à l'époque où il y avait encore Peter Egert, avant qu'il fonde Deep Print. Ça appartenait à Plan B. Enfin, ça appartient toujours, je crois, mais il y avait encore toute la team Plan B, tous les gens de Plan B, tous les gens de Eggertspiel qui étaient là. Donc on était sur les développeurs historiques. Donc il est resté un an là. J'ai rencontré Dimitri et je lui ai demandé de bosser avec moi parce que j'avais vraiment du mal. Puis moi, je m'en fiche, on s'entendait bien. Autant le faire ensemble. Ensuite, on a changé de thème pour aussi, Dimitri voulait s'approprier plus la chose, c'est normal, du changement de thème. Chez Hachette, c'était risqué d'éditer un jeu cher, comme ça. hmm. Et on avait déjà signé E.T., on s'est dit, on va pas se mettre avec deux gros jeux en même temps. Et en Ça plus, faisait beaucoup, ouais. si E.T. marche pas, l'autre ne marchera pas, enfin, ne pourra pas être édité, c'est encore plus frustrant. Donc, pour l'auteur qui, qui fait ça depuis 5 ans, et du coup, Eggerspiel donne une réponse négative, et Peter Egger préfère un autre jeu qui n'est jamais sorti. Et ils m'ont dit, bah, on pourrait les forcer.
Moi, j'aurais pas voulu, j'aurais détesté qu'on ait privilégié le mien en forçant comme ça. Je préfère, si la personne Ouais. qui va travailler sur le projet, préfère un autre projet, bien qu'elle le fasse, c'est normal. Et donc on est venu là, on est un peu avant le confinement et on en est à se demander à se dire: «Ah mais qui fait quoi?» On est éditeurs tous les 2 aussi. C'est un peu compliqué. Tu as 2 auteurs qui sont éditeurs tous les 2. Mmh. Donc c'est un thème, c'est est-ce qu'on le fait en coédition? Est-ce que c'est l'un? Est-ce que c'est l'autre? C'est qui va lâcher l'affaire? Enfin on n'était pas du tout dans un fight, c'est plutôt un débat, idéologique. À se poser la question: «Comment on le sort ce jeu?» C'était plus ça. Du coup, on en est venu à on a réfléchi coédition, on s'est dit: «Ça va être compliqué». Ça va être compliqué aussi parce que tu as une entité Asmodée Hachette. C'est pas simple et aussi parce que les coéditions, il y en a très peu. Là, on sort, Mind Map, Ponyfox, mais c'est nos voisins, c'est nos collègues de bureau. On est dans le bureau d'à côté, Oui. c'est pas pareil. C'est, juste qu'on a vu le proto en même temps, on s'est dit: «Bah, tiens, on le fait en même temps». Bon donc du coup, la meilleure solution, c'était qu'Explorer le fasse et grand bien, nous a fait de décider ça. Après Fédération, donc il y a Sur les traces de Mmh. Darwin, donc on en a déjà pas mal parlé, donc tu as fait avec Oui, Grégory Grard, qui est un auteur, vous vivez dans le même secteur en fait, vous êtes dans le même collectif d'auteurs? oui, on est en Normandie tous les 2, donc on est à 1 heure et quart de voiture. Je vais moins revenir dessus parce qu'en plus j'ai Oui, interviewé Grégory, on en oui, a parlé, oui. mais on va pouvoir parler aussi parce que des projets, parce que vous avez d'autres projets avec Grégory. Le co-autorat, c'est quelque chose qui t'a beaucoup plu? En plus, là, c'est un projet que vous avez démarré ensemble. Je comprends que Fédération, c'était un projet que tu avais déjà et Oui, ensuite Dimitri est arrivé dans le projet. Là, c'est quelque chose avec, Grégory, c'est une collaboration où sur les projets, vous avez toujours démarré ensemble, vous êtes, c'est ça. Alors, dès le début, quoi? sur les traces de Darwin, non, en fait, j'arrive même pas à me rappeler, elle a dû expliquer mieux. On a fait vraiment un cahier des charges pour faire un jeu familial qui marche. On s'est dit comment Mmh. faire. On avait vraiment la liste des choses. Lui, il a mis en premier. Il doit y avoir des animaux. Je fais: «Bon, OK, si tu veux». Alors ce qui est marrant, c'est sur Darwin, on avait créé des tuiles. On savait qu'on devait les classer, sur notre plateau, mais on savait pas comment les récupérer. Donc on avait créé des tuiles avec des points, des effets, des choses. On savait pas ce que ça ferait, mais on s'est dit à un moment, on va les récupérer sur une plateau. À la base, quand tu prenais une tuile, soit tu le mettais dans la zone continent ou la zone type d'animal, c'était pas croisé. Ouais. À un moment, on se retrouvait avec un plateau avec 30 emplacements, c'était énorme. Et donc où chaque petit axe donnait des choses. Je fais: «Non, c'est pas possible» et donc je me rappelle devant Greg découper au ciseau et à l'époque, il y avait, aussi les plantes et l'Europe. Donc tu avais 5 catégories et 5 continents. Il y avait aussi et Darwin a étudié les plantes et tout ça. Mais après on s'est dit: «Bah, l'Europe et les plantes, c'est intéressant en termes de de recherche, de voyage, quoi et les plantes, autant faire que les animaux». Donc c'était des poissons, c'était peut-être des poissons, je sais plus. Et en fait, je me retrouve à découper le plateau en fait, à faire coïncider les carrés et dire: «Regarde, on va croiser et ça va être un tableau à double entrée». Et là, on s'est regardé, on a fait: «OK, il y a plus que 16 cases, là, tu as plus de choix, tu poses là où on t'a dit, le choix, il est dans comment récupérer la tuile». Et là, moi, je me rappelle parce on avait travaillé d'un vendredi, je revenais de Paris, donc directement chez lui et je suis reparti le lundi matin et on se retrouve à faire ça le samedi, tu vois? Mmh. Dans la journée, je crois c'est on s'est dit: «OK, c'est ça, mais comment on récupère ces tuiles?» Et on a galéré, mais de fou, quoi. On essayait tous les trucs possibles de récupération de tuiles ou d'objets et et à la base, c'était un carré de 4 par 4 et en fait, on est passé en 3 3 et après on a essayé, c'était juste trouver des petits symboles et après ultra Mmh. thématiser le jeu, faire les recherches, et après ça s'est fait au fur et à mesure, mais le week-end, heu le week-end s'est passé comme ça. Donc là, c'était pour Darwin. Donc on a vraiment travaillé ensemble. Après, on a 2 autres jeux qui vont sortir, pas chez Soif, enfin chez d'autres éditeurs. Là, c'est Greg est venu avec il voulait faire un jeu de draft. Il voulait faire un jeu 2 à 8 joueurs, comme ça. Il dit: «Je veux faire un jeu de 2 à 8 joueurs, autant faire du draft». Je fais: «Oui, il y en a quand même 2 qui sont un peu, là, quoi, qui s'appellent Sushi Go et Ouais. Seven Wonders». On s'est dit: «Eh ben, c'est pas grave, on va faire quelque chose qui est entre les 2». Donc voilà, on a payé sur SAS, je peux pas dire chez qui, parce qu'on n'a pas encore signé et cetera. Mais voilà, le postulat, c'est de dire on propose un 2 8 joueurs, ça dure, 20-25 minutes, 20 minutes et pas besoin de trier toutes les cartes. Chigo Party, tu dis: «C'est un poil chiant de devoir retrier tu sais, tu dois mettre 3 hors d'œuvre là et cetera. Donc plus que 3 hors d'œuvre, donc tu dois choisir lequel tu mets. Ça va, ça se fait facile, mais là tu mélanges le paquet, ça sort comme ça. Donc on a ça et donc là, c'est, Greg qui était venu, ça passe, avec un thème, qui va être repris. Je peux pas trop en parler. Qui va être repris, mais de manière moins sérieuse et plus décalée et ça passe bien mieux.
Et l'autre, c'est un les jeux sont des reliquats d'autres idées à la. Là, c'est la mécanique qui vient de moi, je crois. Oui, c'est ça, c'est une mécanique. Et là, c'est un jeu qu'on vient de signer, mais ça sortira chez Gigamic. Donc on est sur du familial un peu plus du niveau d'un Acropolis, tu vois, par rapport à ce qui est sorti chez Ouais. Gigamic. Là, on s'était vu, mais dès le début. Enfin, là, on s'est dit on va faire un jeu ensemble. C'est pas Greg qui est venu avec une idée et après j'ai bossé dessus. Oui. Ou alors ces histoires de cahier des charges où on crée des tuiles, on sait pas ce que fait le jeu. Et là, on a vraiment passé Mhm. un moment ensemble. Et voilà. Bon, après, faut pas qu'on fasse trop de jeux trop souvent, sinon ils vont se ressembler. Il faut Ouais. faire d'autres co-auteurs, lui d'autres co-auteurs et moi. Il faut alterner. Sinon, si tu sors Mm. trop de jeux avec la même personne dans la même catégorie, ça. Mais on avait créé quelques jeux avant qui sont pas sortis, qui n'ont pas abouti, donc on est content d'avoir finalement 3 ensemble. Et Mhm. oui, je pars sur du co-autorat avec d'autres auteurs là. Tu peux en parler ou c'est encore très récent? Si je balance, commence à dire que je fais un Eurogame sur le montage, ça va exciter tout le monde. Donc. Mais, mais oui, oui, non, oui, c'est des choses. Ce qui est vrai, mais là, on en est, on a imprimé en 6 mois de travail théorique, et c'était l'enfer. On a imprimé plusieurs fois, mais je voulais refaire, parce que après pas mal de petits jeux, c'est quand même sympa d'en refaire un gros pour voir Ouais. un peu. En fait, c'est gros jeu, c'est long, en fait, c'est ingrat. Tu passes tellement Mm. de temps. Je comprends pourquoi les auteurs n'en font pas beaucoup, en tout cas, enfin, les auteurs français, il n'y a pas beaucoup d'auteurs français qui font des jeux complexes. C'est quand même. T'as toujours, tu sais, quand tu crées quelque chose, t'as la satisfaction, enfin, t'as le retour sur investissement rapide si le jeu est simple. Tu vois tout de suite, Oui. tu peux vite imprimer ton proto, tu peux vite voir comment ça marche, sur un week-end à peu près. Mais ça, c'est pas possible. Nous, on a commencé en août, j'ai fait ma première partie avant-hier. Ouais, c'est des jeux qui nécessitent beaucoup plus d'itération avant d'arriver à quelque chose Oui, de. et tu peux, et en fait, il y a tellement de pans dans le jeu que tu ne peux même pas tester. Alors, tu as les idées de 4 actions sur 6, par exemple. Et c'est vraiment Mm. difficile, et en fait, il faut être motivé. Et en fait, c'est là que ça rejoint un truc qui est j'ai toujours envie de créer des jeux avec quelqu'un, parce que ce qui me tient, c'est l'engagement vis-à-vis d'une personne, en fait. Tu te Mm. dis, on a dit qu'on faisait quelque chose ensemble, bah maintenant je me sens engagé. Alors que si tu l'avais fait tout seul, Tout seul, ouais. t'arrêtes, ou t'as été déprimé, t'arrives pas, c'est moins bon. Il Ouais. n'y a pas une autre personne pour te confronter à ton propre cerveau. Oui, t'as pas ce ping-pong dont parlent tout le temps les auteurs et autrices quand ils parlent de co-autorat, quoi. Le ping-pong, c'est vraiment trop bien. En plus, avec Guillaume, on est antipode. Moi, je suis au Havre, il est à Strasbourg. Donc, on fait que des calls. Donc, on s'est vu en Mm. physique à Essen, on va se voir à Cannes, mais on se voit pas en physique. Et parfois, c'est comme, je sais pas, répéter. Si tu répètes ton groupe de musique, ta batterie, l'autre, la guitare, chacun est branché, mais tu es à distance, t'as pas l'énergie, tu as besoin de la personne. Après, moi, ce qui me fait vraiment fonctionner, c'est de me dire, je me suis engagé, on a dit qu'on ferait quelque chose, et il va y avoir quelque chose. Donc j'essaie de restreindre mes collaborations aussi pour pas en avoir trop, parce que je sais que je veux pas vouloir trop lâcher l'affaire. Parce que en fait, c'est même pas c'est même pas la notion du jeu. On serait dit, on va cuisiner demain soir, ça aurait été la même chose. J'aurais été dégoûté de pas pouvoir le faire s'il y a un problème, ou de dire mince, je me suis engagé auprès de quelqu'un. Donc c'est vraiment important, quoi. Et c'est ce qui aide à te motiver. Tu te dis, bah non. Donc on se donne à chaque fois des tâches. Tu te dis, bon, bah, cette semaine, pendant un mois ou 2 semaines, tu t'occupes du jeu, tu reviens, qu'est-ce que tu as fait? De temps en temps, tu te reparles, hein, mais chacun a une manière de fonctionner différente. Par exemple, Nestoré Mangonet m'a proposé de faire un jeu avec lui. Ah bah ça allait être ma question. J'allais te demander, est-ce que tu envisagerais de faire un jeu avec un auteur, bah, déjà qui n'est pas francophone, et notamment un auteur italien, puisque Mhm. voilà, tu. Ouais, il m'a proposé de faire quelque chose, parce qu'il est dans une réflexion qu'ont pas mal d'auteurs italiens. Je suis désolé pour toi, mais il veut faire des jeux un peu plus simples. Parce qu'ils se rendent compte ils peuvent pas créer des jeux complexes tout le temps, tout le temps, tout le temps, et Ouais. ils cherchent. Il m'a parlé de la gamme Château Blanc, Cathédrale Rouge de Devir, qui est localisé par Yellow. Il dit assez intéressant parce que c'est des jeux à 35 €. Il va essayer, parce qu'on avait 2 projets ensemble, d'idées en fait, un simple Ouais. et un simple. Il y a un Eurogame où on avait des idées, puis cet été on bossait, mais j'avais vraiment d'autres choses à faire, lui aussi. C'était pas le moment pour nous, on n'avait pas de temps pour ça. Et moi, je me suis libéré du temps. Maintenant, je travaille sur 4 jours. J'ai réduit mon temps de travail, donc j'aurai une journée par semaine pour me mettre sur mes projets. Et si j'en fais déjà un, ça devient compliqué. Si tu travailles sur 2 Eurogames en même temps, donc un. Et on s'est dit, on va le mettre de côté. On a des idées. C'est un Eurogame sur Tchaïkovski. Voilà, bon, je balance le truc.
Et parce que j'adore la musique classique et je trouve que c'est pas assez. Bah, Lacrimosa m'a déçu, donc il faut que je puisse. Oui, c'est pas très. En fait, ah oui, clairement, je suis d'accord avec toi que c'est pas un thème très exploité. Mais on a trouvé un angle. Là, on s'est projeté en plutôt un orchestre moderne qui va jouer du Tchaïkovski, quoi. Donc on est plutôt sur la notion moderne d'un orchestre. Bon, on verra, peut-être ça Hmm. sortira peut-être jamais, mais en tout cas, ce sont des. Ça sortira peut-être certainement pas, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pour l'instant, c'est en pause et on a autre chose mais que je veux dire. Donc lui, là, ce qu'il a fait, c'est une autre façon de travailler. Il y a ça comme mécanique, j'ai fait ça, j'ai testé une fois pour voir vite fait avec moi-même. Le feeling était. Et vas-y, imprime et fais ce que tu veux dessus. Et après, là, si t'es motivé pour le faire. Et si t'es Hmm. motivé, bah, fais et puis reviens me voir. Ce qui est une bonne Hmm. façon de faire aussi. On perd pas de temps. Il a une idée, il la balance, j'essaye. Ce sera le prochain sujet à traiter. Bon, bah écoute, merci beaucoup Mathieu pour tous ces éléments. Des projets qu'on va suivre, hein, que ce soit tes projets perso ou pour Sorryware French. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter ou on a fait un bon tour d'horizon. N'oubliez pas votre maillot de bain pour les vacances de mois d'août. On en avait parlé au début, mais c'est important. Voilà, exactement, parce qu'on annonce une canicule, je pense, cet été. Et exactement, oui, c'est autant le donner d'avance. À la fois un grand froid en janvier et non, eh bien, venez découvrir chez Colton Base à partir de Cannes, parce que le jeu est incroyable. Pour des Eurogamers, ça ne se fait quelque chose qui ne s'était pas encore fait. On n'a pas parlé en détail, parce que ça sert à rien. Là, c'est un peu abscon si personne n'y a joué. Enfin, on est deux à y avoir joué là, Oui, exactement. hors Ouais. testeur et achète. Mais oui, ça change un peu. Donc on essaie de faire des mêmes en goût est différent, mais on essaie de faire quelque chose Oui, de oui, différent. je confirme que c'est un jeu qui est qui est sur une base mécanique très originale, Mhm. très classique. En fait, arrive à te créer par cette imbrication de corpo, quoi, dont on parlait, ouais, un sentiment très original. Et en fait, c'est un jeu dont tu pressens qu'il va être très enfin, vraiment dont tu pressens la modularité, même sur une partie. Tout à fait. Parce que je vois très bien comment tout peut s'imbriquer différemment et changer complètement. Finalement, la mécanique de pose ouvrier, je trouve qu'elle est au service du reste du jeu. Tout à Et ça, fait. c'est assez En fait, chouette. ils ont créé des concepts globaux assez simples et qu'on peut suffisamment tordre pour créer ces Oui. fameuses corporations. C'est des concepts généraux, c'est un petit peu comme la notion de réseau à brasse ou je sais pas. On a un corps système où tu construis tes bâtiments, tu fais des choses, tu récupères des cartes, mais ça va changer en fait. Les bâtiments resteront les mêmes, mais ils ont la même chose. Enfin, ça ne se fera pas de la même façon. En fait. Tout à fait. Bon, bah écoute, merci encore Mathieu. Et puis, eh bien, on remercie également tous les auditeurs et auditrices. Et à très bientôt. Merci, à bientôt.